Amadouba, vous êtes professeur d'histoire à l'Université Nipissing. Vous vous intéressez notamment à l'histoire de l'Afrique et à l'histoire des Noirs au Canada. Vous avez également contribué à 2 BD publiés par le Centre de l'identité et de la culture africaine, ou CICA. Alors, ces 2 BD, c'est la première, on voit ici à l'écran, L'Afrique avant l'esclavage et la colonisation, l'Empire du Mali, le Royaume Congo et le Royaume Dahomey. Et la deuxième BD s'intitule Nos héros afro-descendants, tome 1. Alors, pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous parler un peu de votre parcours universitaire? Bonjour Marianne et merci beaucoup pour cette invitation et l'intérêt que vous portez à nos travaux, nos recherches et nos productions. Je suis Amadou Ba, je vis au Canada maintenant, disons depuis 16 ans ou 17 ans même. Je suis arrivé ici en 2009, mais je me suis installé dans la région de Sudbury, dans le nord de l'Ontario, depuis 2010 et présentement je vis à Sturgeon Falls, dans l'ouest Nipissing. Alors, je donne des cours d'histoire à Nipissing University, à North Bay, pas loin d'ici, et également chargé de cours au département de sciences politiques à l'école des sciences de l'Université Laurentienne. Avant de venir au Canada, j'ai d'abord fait mes études au Sénégal jusqu'à l'université, mes premières années au département d'histoire à l'Université de Dakar, l'Université Cheikh Anta Diop. Ensuite, je suis allé à Paris, à l'Université Paris 7, pour continuer mes études en histoire, notamment après une maîtrise, et j'ai fait mon doctorat sur l'histoire coloniale de l'Afrique, donc notamment sur la question des recrutements des soldats et tout ça. Et ensuite, j'ai fait un diplôme également en sciences politiques. Je me suis retrouvé donc au Canada en 2009 et ici au Canada, j'ai fait ma qualification en enseignement, le baccalauréat pour les enseignants en 2012, 2011, 2012. Et voilà, depuis lors, donc, je suis ici dans la région. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'Afrique, bien évidemment, pour la partager avec nos publics canadiens, les élèves, les enseignants, tous ceux qui s'y intéressent. Et également, c'est l'histoire des Afro-descendants, notamment l'histoire des Noirs au Canada. En gros, je sais ça. Je suis père de 3 enfants et je suis très content d'être Canadien, d'origine africaine et de vivre ce que je vis ici. Voilà, merci. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de vos travaux de recherche? Et j'ai notamment ici un livre très intéressant qui s'intitule L'histoire oubliée, la contribution des esclaves noirs et des esclaves et des soldats noirs à l'édification du Canada de 1604 à 1945. C'est un de vos ouvrages. C'est paru en 2021 aux éditions AB à Sudbury. Donc, si vous pouvez nous en glisser un petit mot aussi. Oui, effectivement, c'est un livre d'ailleurs que j'avais publié à Montréal en 2018, que j'ai republié aux éditions Abbé, effectivement, que j'avais intitulé L'histoire oubliée, la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada. Alors, tout est parti quand je suis arrivé. Moi, j'avais déjà commencé mes études sur les relations en l'histoire coloniale Afrique-France, notamment la question des recrutements des militaires. Une fois au Canada, bon, je voulais voir est-ce que c'était un peu la même histoire dans, dans l'Empire colonial britannique, notamment au Canada, à travers donc le recrutement des minorités. Je voulais voir est-ce qu'il y avait des Canadiens noirs dans les armées canadiennes, dans les guerres canadiennes, mais aussi quand l'Angleterre va faire des guerres ailleurs dans le monde et que le Canada appuie, est-ce qu'il y avait aussi ces gens-là? Donc, effectivement, quand j'ai commencé mes recherches, cela s'est confirmé. Donc, le but, c'était ça, de mieux connaître l'histoire du Canada, l'histoire militaire. Mais j'ai découvert beaucoup d'autres choses qui m'avaient quand même un peu surpris, notamment toute cette longue histoire des Noirs au Canada depuis le début de la colonie, à partir de 1604, notamment avec l'arrivée du fameux Samuel de Champlain, accompagné de Matou d'Acosta à Port-Royal en Acadie en 1604. Euh, D'Acosta était un interprète pour qu'il permette à Samuel de Champlain de communiquer avec le peuple Mi'kmaq. Donc, ce qui suppose aussi que lui, il était là avant, parce que les Mi'kmaq, ce n'est pas seulement le Canada, hein, on les retrouve aussi aux États-Unis, notamment dans la région du Maine. Voilà. Après cela, je vis beaucoup d'autres choses de toutes les différentes migrations. Peut-être qu'on va y revenir pour ne pas trop parler de ce livre-là tout de suite. Et c'était vraiment très intéressant. J'ai pris quand même 5 années à faire des recherches dans les archives, les artefacts, les journaux, à lire des livres, notamment beaucoup quand même qui sont en anglais, parce que la majeure
partie des productions sur cette histoire-là, c'est en anglais. Et j'avais vu qu'il y avait quand même un besoin réel d'écrire en français. En dehors de quelques personnalités comme Trudel au Québec, qui parlait de l'esclavage au Québec, je ne voyais pas beaucoup de livres sur les Noirs au Canada. Et c'est ça qui m'a poussé à produire ce livre-là. Voilà. On est surtout ici avec vous aujourd'hui pour parler de deux livres de bande dessinée, parce qu'on est au Club de lecture francophone de bande dessinée de la bibliothèque. Donc, c'est deux ouvrages publiés par le SICA, où vous êtes co-auteur. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment est né ce projet de bande dessinée et quels sont ses objectifs et pourquoi c'était important pour vous d'y participer? Effectivement, donc j'ai découvert le SICA à travers donc Sandra, que je suivais aussi, qui me suivait notamment dans les réseaux sociaux, mais aussi dans mes différentes conférences. J'ai On va approché le SICA. juste préciser qu'il s'agit de Sandra Adjou-Akirimi, qui est la directrice Absolument, générale de voilà. l'organisation. Voilà. Sandra, effectivement. Donc, c'est elle. Et puis, j'ai vu le travail que faisait le SICA. Ben, j'ai dit, tiens, ça, c'est vraiment une belle collaboration entre nous, puisqu'on est quand même là, on fait les mêmes choses. Donc, je suis allé vers le SICA également. J'ai assisté à ça. Des fois aussi, ils m'ont invité pour animer des ateliers pour les jeunes. Après, est née l'idée justement de parler des grandes figures de l'histoire précoloniale, des afrodescendants et tout ça. On a profilé ce projet-là et puis moi, je m'occupais donc du contenu, de proposer. On ne pouvait pas faire tout, il a fallu sélectionner les trois donc, dont vous avez parlé, mais il y en a encore d'autres qu'on n'a pas pu parler. Et puis également, pour les personnalités afrodescendantes, également, il a été question de faire un tri et de sélectionner. Finalement, on est arrivé au produit final qui a été un magnifique livre, une bande dessinée que les gens adorent. Vraiment, j'aimerais que ça soit diffusé à longue échelle, à grande masse, notamment dans les salons du livre, pour que les gens puissent voir ce produit-là. Euh, voilà, mais c'est un travail qui m'a beaucoup intéressé et j'étais vraiment honoré d'y participer. Donc, ici, à la bibliothèque de l'Université d'Ottawa, on a un exemplaire de chacune des bandes dessinées, ce qui veut dire qu'il y a seulement une personne qui peut les lire à la fois. Donc, pour les participants du club de lecture de bande dessinée qui n'ont pas eu la chance encore de lire ces ouvrages-là, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de l'Afrique avant l'esclavage et la colonisation, nous donner un bref résumé de cet ouvrage-là? Oui, oui, absolument. C'est vrai que l'Afrique aujourd'hui, on la connaît plus à partir de la colonisation et après les indépendances. Les gens connaissent nos pays actuels. Je parle du Sénégal, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria. On connaît ces pays-là, où se situent les langues, etc. Mais avant la colonisation, il y avait quoi sur ce continent? Donc, si on veut vraiment connaître l'Afrique aussi, il faut se poser ces questions et faire des recherches. Alors, donc, moi, je me suis intéressé dans mon livre d'ailleurs qui s'appelle L'Afrique des grands empires entre le 7e et le 17e siècle. J'ai j'ai essayé de parler de sept grands empires africains à l'ouest, au centre et en Afrique australe qui ont rayonné et qui, que ces empires-là ont décliné, ça a ouvert aussi la voie à l'esclavage transatlantique et à la colonisation. Il s'agit d'abord de l'Empire du Ghana. Quand je dis l'Empire du Ghana, à ne pas confondre avec l'actuelle République du Ghana, qui s'appelait Gold Coast, ancienne colonie britannique. Mais dont le premier président, Kwame Nkrumah, qui est un panafricaniste, hein, un grand fédérateur, une fois que le Ghana accède à l'indépendance en 1957, il décide de changer le nom Gold Coast, disant aux Britanniques, écoutez, il n'y a plus d'or dans notre pays, vous avez tout exploité, il n'y a pas de raison d'appeler mon pays Gold Coast. Il décide de fouiller l'histoire africaine précoloniale et il se trouve qu'il y avait un empire qui se situe au sud de la Mauritanie actuelle, l'est du Sénégal et une partie du Mali, qui s'appelle le Ouagadou, fondé par les Soninké, le peuple Soninké, mais que les arabo-musulmans, les commerçants arabes ont appelé Ghana. Donc, Ghana, c'est vraiment ce premier empire-là, qui était un royaume entre le 3e et le 7e siècle, mais qui va conquérir beaucoup de royaumes environnants et devient un empire très vaste. Et il a duré jusqu'à la fin du 11e siècle, quand des mouvements islamistes almoravides en 1076 ont occupé le Ghana, sans doute pour islamiser, mais aussi pour contrôler tout le circuit commercial transsaharien. Donc ça, c'est le premier, j'en parle. Ensuite, lorsqu'il a décliné, un autre va émerger, c'est l'Empire du Mali. Là également, attention à ne pas confondre avec la République du Mali.
La République du Mali actuelle s'appelait le Soudan français. Soudan français, colonie française, faisait partie de l'Afrique occidentale française. Mais en 1959, à la veille des indépendances, le Soudan français, avec l'actuel Sénégal, ont créé la Fédération du Mali. Donc, ils ont pris le nom de cet empire-là, parce que l'empire du Mali couvre, il y a au moins 10 pays ouest africains, dont certains pays, la totalité, d'autres, une moitié étaient dans l'Empire du Mali. Par exemple, le Sénégal, 100% était dans l'Empire du Mali. La Gambie, à 100%, était dans l'Empire du Mali. L'actuel Mali, ce n'est pas tout le pays, mais l'Empire du Mali, l'origine, c'est dans la région de Kankan, en Haute-Guinée. Donc, les frontières actuelles coloniales, quand on parle de ces empires-là, on va les oublier. Donc, cet empire-là, son rayonnement, c'est du 13e au 15e siècle. Et c'était vraiment le plus organisé politiquement, qui a produit de grandes institutions politiques, qui a un héritage aujourd'hui. Et la langue mandingue, malinké, est répandue dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mais aussi, on a des grandes figures comme Mansa Moussa, qui est connu pour être l'homme le plus riche de cette époque-là, parce qu'il contrôlait tous les l'or de ces régions. C'est des régions extrêmement riches en or. Hein. Jusqu'à aujourd'hui encore, les grandes entreprises occidentales sont dans cette région pour exploiter l'or. Donc, ensuite, je parle, bon, j'ai parlé de l'Empire Songhai, mais qui n'est pas dans le livre, je pense. J'ai parlé du Congo, à ne pas confondre avec la République démocratique du Congo. Là, on va partir de l'Angola, une partie du Congo, une partie du Gabon, une partie du Congo-Brazzaville, touchant même un peu une certaine région du Cameroun. Vous voyez, j'ai parlé du Monomotapa en Afrique australe, l'actuel Zimbabwe, le Mozambique, touchant le Malawi, peut-être un peu la Zambie. C'était de vastes espaces, des grands empires, donc, qui étaient organisés. Il y avait des royaumes qui travaillaient ensemble. Ce n'est pas forcément des conquêtes, parfois c'est des alliances également. Et j'ai parlé également du Bénin, à ne pas confondre avec l'actuel Bénin. Je pense que c'est dans le sud du Nigeria, un pays, un pays Yoruba, un pays Oyo. Hein, donc, mais qui quand même couvrait une partie du Bénin. Le Bénin s'appelait la République de Dahomey. Il était de l'Empire royal de Dahomey en partie, mais à partir de 1975, le président Mathieu Kérékou décide de changer le nom et de prendre la République du Bénin en référence à ce royaume du Bénin qui a duré du 9e au 19e siècle. Vous voyez, donc, dans l'Afrique précoloniale, on a ça, on a ces institutions, on avait une bonne organisation politique, économique, des aires culturelles très vastes, mais une fois de plus, qui vont commencer à péricliter à partir du XVIIe siècle avec le positionnement des puissances européennes sur les côtes, l'introduction des armes, la sécurité technique qui va vraiment commencer à décliner. Et dès que ces royaumes-là déclinent progressivement à partir du XVIIe jusqu'au XIXe siècle, là, on rentre carrément dans la colonisation et puis la nouvelle Afrique que nous avons aujourd'hui. Voilà. En gros, c'est ça. Dans chaque empire, je peux citer des grandes personnalités, des figures, mais bon, je ne pense pas qu'on ait trop de temps pour détailler tout ça. Que voulez-vous que les lecteurs et lectrices retiennent de cet ouvrage de bande dessinée et quel genre de réaction avez-vous eu jusqu'à présent? Je veux qu'ils retiennent l'idée que ce que nous avons hérité dans les livres de la colonisation après, qui consiste à faire croire que l'Afrique, c'était une tabula rasa, il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait rien. Ça, c'est un discours pour changer un peu les esprits, en fait. Mais l'Afrique avait une histoire. Là, je parle du Moyen Âge, mais je pouvais faire une histoire depuis l'Antiquité la plus lointaine. Hein, depuis l'Égypte ancienne pharaonique, depuis les civilisations de Kush, de Méroé, de Napata, dans l'actuel Soudan, Éthiopie, ça c'est... Donc Depuis que l'origine, l'humain est humain, les n'est-ce pas? institutions, voilà, l'origine humaine, c'est l'Afrique. C'est l'homme qui est sorti de l'Afrique, qui est allé peupler l'Asie, et puis voilà, les gens ont changé de teint, changé de... Mais c'est là, voilà. Si l'homme n'était jamais sorti de l'Afrique, on serait tous des Africains à peau noire. Donc ça, c'est, voilà, une longue histoire. Mais c'est juste pour vous dire que aujourd'hui, c'est très difficile pour beaucoup de personnes à réaliser qu'il y avait une histoire, il y avait des relations entre l'Afrique et le monde, entre l'Afrique et le Moyen-Orient, la Méditerranée européenne, avec l'Europe, à travers un commerce. Ce n'est pas juste une question d'esclavage et de colonisation, il y a tout dans cette histoire-là. Et donc, ce livre-là, les gens aiment beaucoup. Je vois que les gens le lisent, l'Afrique des grands empires. Et c'est ça que nous allons voulu amener. Mais aussi, l'autre message que j'ai toujours voulu, ça c'est très politique, hein, ça c'est un peu aussi mon engagement, parce que j'ai vu que l'Afrique actuelle n'avance pas.
avec 54 États hérités de la colonisation, des barrières. Pour moi, ce n'est pas cette Afrique-là. C'est l'Afrique justement tirée de ces grands espaces, de ces confédérations qu'il faut recréer. Dans chaque région ouest africaine, au moins reproduire, même si ce n'est pas exactement, ces vastes espaces, à la fois économiquement, politiquement, diplomatiquement, socialement et militairement, pour que l'Afrique puisse avoir de grands États, comme le Canada l'est avec presque 10 millions de kilomètres carrés, mais c'est un pays, c'est plusieurs pays dans un pays. Mais au niveau fédéral, on a la même diplomatie, on a la même économie, tout ça. Si l'Afrique fait ça, elle aura sa place dans ce monde, elle pourra vivre de ses ressources, que simplement d'être la dernière de ce monde qui va espérer vivre en envoyant ses enfants aller à l'immigration, la corruption, tous les problèmes que connaît l'Afrique, des jeunes qui meurent dans la Méditerranée, dans le désert parce qu'ils en ont marre de rester chez eux, alors que c'est un continent qui a juste besoin de s'organiser et de vivre heureux. Je ne dis pas qu'il ne va pas être connecté, il doit être connecté avec le monde, mais il y a quand même un bon travail à faire. Si on s'inspire de ce que nos ancêtres avaient fait, mais aussi on additionne cela à toutes les expériences issues des rencontres avec les autres peuples, parce qu'il y a des choses à tirer qui peuvent aider l'Afrique à aller de l'avant. Donc ça, c'était mon message politique dans l'Afrique des grands empires. Mais on peut vraiment le comprendre si on fait un saut en arrière sur l'histoire d'Afrique précoloniale. Voilà. En terminant, on est en février, c'est le mois de l'histoire des Noirs, et vous-même, vous êtes un historien spécialiste de l'histoire de l'Afrique et de l'histoire des Noirs, incluant ici au Canada. Donc, qu'est-ce que ce mois signifie pour vous et quel message voulez-vous transmettre aux participants et participantes de notre club de lecture francophone de bande dessinée ici à la bibliothèque de l'Université d'Ottawa? C'est un mois très important parce que quand on regarde l'histoire donc justement des Noirs, donc de l'Afrique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du XVIe siècle, l'esclavage est devenu quelque chose qui concerne uniquement la personne noire d'Afrique. Avant le XVIIe siècle, il y avait dans toutes les civilisations, depuis la longue histoire la plus ancienne, les civilisations égyptiennes, mésopotamiennes, romaines, Chine, Tang, tout ça, il y a toujours eu l'esclavage, l'exploitation de l'homme par l'homme et tout ça. Mais à partir du XVe siècle, l'esclave, c'est le noir, c'est le bois d'ébène comme il l'appelait. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, ça affecte les populations noires parce que s'ils sont racisés, s'ils sont méprisés, c'est pas parce ils sont allés attaquer les gens, ils sont allés faire du mal aux gens. C'est parce qu'ils sont vus comme des meubles, comme des marchandises, comme des animaux, en quelque sorte, à cause de cette histoire-là. Donc, c'est important que les gens comprennent cela. Et qu'est-ce qui permet les gens de le comprendre? C'est de revisiter l'histoire, c'est de parler de l'esclavage, c'est de parler de la colonisation, c'est de montrer comment l'Afrique a été dominée, mais aussi comment l'Afrique est connectée dans le monde et comment nous devons changer les choses pour le bénéfice de tout le monde. Donc, ce mois de l'histoire des Noirs, contrairement à ce que beaucoup pensent, euh, c'est vrai, il y en a qui font des activités, qui vont aller manger, danser, festivités. Mais moi, je veux qu'on évite de folkloriser le mois de l'histoire des Noirs. Je veux que ce soit un moment d'échange, de partage, d'apprentissage, d'enrichissement mutuel, de formation des Africains noirs, afro-descendants, mais aussi des non-africains. On doit tous apprendre les uns et des autres, mais aussi penser aux générations futures. C'est la seule façon de lutter contre tout ce qui est racisme systémique, discrimination, sous-emploi, égalité, tout ce qu'on demande comme valeur ici au Canada aujourd'hui, ça ne peut pas se faire sans l'éducation. Et aujourd'hui, je pense que les autorités l'ont réalisé puisqu'on commence à enseigner l'histoire des Noirs au Canada dans les écoles. L'Ontario a pris cette décision, d'autres projets, je pense, dans l'Est, en Nouvelle-Écosse, c'est des choses qui se font. Et c'est la meilleure façon de changer nos sociétés et de voir qu'est-ce que nous voulons comme projet, comme société. Parce que on ne peut pas faire autrement. Les Africains sont là, surtout à nous, francophones. L'Afrique, c'est l'endroit où on parle le plus français dans le monde. Aujourd'hui, on a pratiquement 150 à 200 millions. En Amérique du Nord, on n'a même pas 10 millions. En Europe, on n'a même pas 70 millions. Donc, même la survie de la langue et de sa puissance, la langue française je parle, dans le monde, elle dépend aussi de cette façon de travailler avec l'Afrique. Donc, si on néglige cela, je pense qu'on va encore perdre beaucoup de choses à la fois. Donc, c'est un mois très, très important pour moi en termes de conscientisation, en termes de mieux connaître le passé, de s'éduquer, mais aussi de réfléchir sur notre avenir commun et de se positionner dans le monde, pas seulement en tant qu'afro-descendant, pas seulement en tant que Canadien, mais aussi surtout parce que nous partageons des histoires communes, des langues, parfois même des religions ensemble. Donc, il faut que nous travaillions pour aller de l'avant avec ça. Et le mois d'histoire des Noirs offre beaucoup cette occasion-là. Voilà. Professeur Amadouba, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
C'est moi qui te remercie, qui vous remercie, votre équipe, et je suis très content de partager avec vous ce travail de recherche que nous menons. Voilà, excellente journée et puis bon mois de l'histoire des Noirs et salut à tous ceux qui vont nous écouter, qui vont aussi nous lire. À la prochaine. Merci.